Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue aux 22h. À la une, Mandiana en ébullition, plusieurs blessés par balle, des arrestations et en cas de mort enregistrés lors d'une manifestation de jeunes qui a mal tourné. Ils protestent contre la précarité et le manque d'emploi dans la région. Noah Bayo, porte-parole des citoyens en colère, sera dans ce journal. Créé par décret présidentiel, le prix du civisme a été décerné au caporal Moussa Souma et à Youssouf Souma. La République magnifie l'acte citoyen posé par les deux hommes lors du sauvetage d'un enfant de 3 ans bloqué dans une maison en feu. En interactualité, depuis le mois d'avril, la marine ougandaise a lancé une opération sur le lac Édouard. Objectif à lutter contre la pêche illégale. Merci de votre fidélité à Espace TV. La préfecture de Mandiana en ébullition ce vendredi. Une manifestation des jeunes contre la précarité de la ville et le manque d'emploi a tourné au drame avec plusieurs cas de blessés par balle, des arrestations et en cas de mort qui auraient été enregistrés. Sur les circonstances de cette manifestation, nous avons pu joindre Noah Bayo, le porte-parole des citoyens en colère. Suivez. Nous avions 2 volets comme point de réclamation et le premier volet était sur les infrastructures. Le deuxième volet, c'est également l'employabilité des jeunes de la préfecture de Mandiana. On s'est dit depuis la nuit, pas de dégâts, comme d'habitude on fait, pas de dégâts, pas de destruction. On sort juste pour véhiculer un message auprès du chef de l'État. Donc ce matin, on a voulu éviter tous les lieux publics. Donc on est resté dans un quartier qui s'appelle Oudiala. Très malheureusement, on est resté là-bas. On a vu 4 pick-up chargés de bérets rouges et des commandos rangers avec des policiers, des gendarmes qui sont venus. Brusquement, ils ont commencé à tirer les manifestants. Donc là-bas, ils ont blessé 4 personnes. On a transporté ces 4 personnes. Ils sont gravement blessés. On les a transportés à l'hôpital. Donc on s'est dit maintenant on va se retourner et on descend dans le quartier. Nous voulons venir voir le doyen pour lui expliquer vraiment que ça ne va pas entre les manifestants et les forces de l'ordre. Maintenant au cours de la route, très malheureusement encore, ils se sont regroupés, les forces de l'ordre, ils ont venu, ils ont tiré encore. Ils ont blessé gravement 3 personnes, ça fait 7. Donc nous on a jugé nécessaire maintenant, puisque la préfecture, il y a un préfet. Et les militaires ne sortent jamais sans l'autorisation du préfet. Et donc, pourtant le préfet qui est là, c'est un fils de Mandiana. Donc, on a dit, on va lui demander dans sa résidence qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on s'est dirigé là-bas. C'est de là-bas, ils ont tiré un adolescent, encore le jeune est mort. Ces populations manifestent contre le manque d'infrastructures routières et immobilières dans leur localité. Elles exigent du chef de l'État le respect de ses engagements à travers la construction de plusieurs édifices. On écoute à nouveau Noah Bayo depuis Mandiana. Ce que nous décidons à l'heure où nous sommes, il n'a qu'à achever les travaux non achevés dans la préfecture de Mandiana et respecter ses promesses, tout en achevant les travaux non achevés dans notre préfecture et l'employabilité de nos jeunes. La mosquée reste inachevée depuis 7 ans. La maison des jeunes également, la cité des fonctionnaires. Voyez-vous? Donc la jeunesse dort, la ville n'est plus animée. Parce qu'on n'a plus de point où on va se recréer maintenant. Depuis que les infrastructures de la fête tournante, ils ont détruit l'ancienne maison des jeunes. Donc la nouvelle maison qui est là, c'est inachevé jusqu'à l'heure où nous sommes.
Ouverture ce vendredi à Conakry de la deuxième édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Le thème retenu est la migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat jeune dans l'espace CEDEAO. Les approches et réflexions seront au menu de cette rencontre pour faire face aux défis de la migration irrégulière qui touche de nombreux jeunes sur le continent. Compte rendu Mamadou Boydialo, Aboubakar Din Kamara. Présents à ce forum, des jeunes venus de l'espace CEDEAO. Ils vont, durant 3 jours, échanger autour du thème la migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat jeune dans cet espace. L'enjeu principal est de freiner la migration irrégulière des jeunes et aller vers leur autonomisation. Depuis quelques années, de nombreux jeunes ouest-africains meurent de soif et de faim dans le désert et se noient dans la Méditerranée en courant vers l'Eldorado que représente l'Europe à leurs yeux. En Guinée, les jeunes de moins de 35 ans représentent 77% de la population. Cette couche est exposée à des risques qui freinent son épanouissement. Trouver des solutions à ces risques diversifiés, le ministre de la Jeunesse en fait une priorité. L'engagement citoyen et la participation active peuvent être des solutions. La revalorisation de l'estime de soi et des politiques d'emploi durables en Afrique pourrait certainement changer la conception des jeunes. Autre approche de solution, gagner le défi de la formation de la jeunesse africaine. On ne peut pas se prendre en charge si nous ne sommes pas formés. Et même la formation, nous devons changer de paradigme. On ne doit plus être formé pour être employé par nos États, mais on doit être formé pour nous employer nous-mêmes. Ce forum qui réunit les 14 pays de la sous-région se veut un cadre d'échange, de dialogue et de partage d'expériences. Il va se poursuivre jusqu'au 17 septembre prochain. Un point de presse au ministère de l'économie et des finances sur la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement guinéen et Exim Bank China relatif à l'aménagement du barrage Swapiti. Un deuxième accord signé avec un consortium de banques chinoises pour la construction de la route nationale numéro 1 Koya Mamou Dabola et la voirie urbaine de Conakry. Idrissa Bari. C'est lors de la dernière visite du chef de l'État dans l'Empire du Milieu que la Guinée a signé un accord de prêt d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Ce prêt servira à financer le projet hydroélectrique de Swapiti. Et il n'y aura plus d'autres barrages plus grands que Swapiti en République de Guinée. Le ministre a dit l'investissement le plus important, 1,175 milliard de dollars, ce n'est pas une petite affaire. Depuis que la Guinée a été la Guinée, dans nos relations avec la Chine, c'est la première fois d'atteindre ça. Et la moisson, cette fois-ci en Chine, c'est près de 2 milliards de dollars. Ça, c'est très rare. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on en parle. Outre le projet Swapiti, cet accord de prêt servira aussi au financement de la route nationale numéro 1, Koya Mamou Dabola, longue de 370 km, et les voiries de Conakry. La route sera élargie de 10 mètres, donc avec 7 mètres de voie et des accotements de 1,50 des deux côtés. 1,50 mètres, et ensuite l'élimination de beaucoup de courbes. Vous voyez par exemple entre Kindia et Mamou, il y a assez de virages, donc beaucoup de virages vont être éliminés et les ouvrages de franchissement qui vont être réalisés aussi. Voilà un peu le contenu, 370 km. On espère que les deux projets nous prendront maximum 36 mois, mais on fera en sorte que les travaux se fassent de jour comme de nuit. Ces différents projets qui font objet dans cet accord de financement par la Chine ont été fortement soutenus par le président Alpha Condé et son homologue Xi Jinping de la Chine, précise le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. La présentation ce jeudi à Conakry des acquis du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Ce programme a été financé par le 10e Fonds européen de développement FED à hauteur de 10 millions d'euros. Au terme de 4 années d'exécution sur le terrain, les résultats sont plus que satisfaisants. Se réjouissent les parties prenantes. Plus de précisions avec Malik Sandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le programme de réforme de l'État, de la modernisation de l'administration
et le démembrement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en sont les principaux bénéficiaires. Il a permis à ces deux départements de répondre aux nombreux défis et enjeux majeurs du développement local. Ce projet nous a permis d'obtenir 17 véhicules tout-terrain et 16 motos. Aujourd'hui, ce qui rend le ministère très mobile dans ce programme de suivi et évaluation. Ce programme nous a permis également de rendre opérationnel le système de suivi et évaluation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce projet nous a permis également la mise en place des conseils préfectoraux de développement. L'objectif général du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration PASDD est d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de promotion des principes démocratiques, de la protection des droits humains. Le défi maintenant par rapport à ça, c'est qu'en fait on a énuméré un certain nombre d'activités qui vont permettre de faire deux choses. Les unes d'articuler ce processus de mise en œuvre, de conception de mise en œuvre des politiques publiques entre les ministères, et de l'autre côté aussi de les articuler entre les ministères, les organisations centrales des ministères, les services déconcentrés et les collectivités locales. Ce cadre est essentiel pour pouvoir aujourd'hui relever un défi. Certes, des difficultés ont été notées de part et d'autre. Difficultés liées notamment au blocage de certains projets communautaires à cause de la non-installation des conseils communaux. Mais dans l'ensemble, le principal bailleur se réjouit du niveau d'exécution du projet. Le programme PASDD a démarré en décembre 2014 et va prendre fin au mois de novembre 2018. Elles seront désormais autonomes après ces 3 jours de formation portant sur l'amélioration du processus de fabrication de tissus artisanal et indigo du pays. Initié depuis 2007 par le Congrès international aux États-Unis, Africa Femmes Performantes est destiné à promouvoir et développer l'entrepreneuriat des femmes à travers le monde. Suivez le compte-rendu d'Amina Tassila. Le tissu artisanal appelé Kendili, l'épi, baragbe ou encore forêt sacrée attire aujourd'hui l'Occident à cause de ses différentes colorations, mais aussi à travers ses designs que les femmes teinturières de Kindia appliquent sur les bazins dans sa phase préparatoire. Malgré qu'il soit beaucoup apprécié, le processus appliqué avant la commercialisation de ces tissus demande beaucoup d'améliorations, d'où la présence des femmes de l'ONG Africa Femmes Performantes. Venues toutes des 33 quartiers de Kenya pour un partage d'expérience en teinture, pendant 3 jours, elles seront formées sur les techniques de choix, de la qualité du bazin, de la couleur, mais aussi sur le dosage de la soude caustique, pour ne citer que cela. Il n'y a pas que des teinturières pour ces 3 jours de formation sur la valorisation de produits guinéens. Les femmes agronomes sont aussi attendues pour être initiées sur le choix des terres cultivables, mais aussi sur le choix de la semence et les méthodes de conservation des agrumes et tissus devant être exportés en Occident par l'ONG Africa Femmes Performantes. Je vous l'annonçais, le prix du civisme créé par décret du président de la République a été attribué ce 13 septembre 2018 au caporal Moussa Souma et à Youssouf Souma. La République magnifie ainsi le remarquable acte citoyen posé par les 2 hommes lors d'un sauvetage d'un enfant de 3 ans bloqué dans une maison à feu. Cette remise a eu lieu autour d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté en accord avec le ministère de la Défense nationale et la hiérarchie militaire. Alpha Omar Baldé, Ibrahim Souma, compte rendu. Tout le pays a été touché par l'histoire de ce caporal de l'armée qui, au péril de sa vie, a sauvé un enfant de 3 ans et demi coincé dans une maison en feu. Mais le récit aurait pu être raconté autrement si Youssouf Souma, l'autre héros de l'histoire, n'était pas grièvement blessé en tentant de défoncer la porte d'entrée de la maison en feu pour sauver ce même enfant. Un acte citoyen que la République n'a pas tardé de reconnaître. Pour la reconnaissance de la nation guinéenne, au nom du peuple de Guinée, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, et conformément au décret du 27 septembre 2017, j'ai ici l'honneur et le privilège de vous décerner, à vous,
le caporal Cheikh Moussa Souma, le premier prix du civisme, et à vous, Monsieur Youssouf Souma, le deuxième prix du civisme. L'humanisme et la bravoure des deux hommes ont marqué les esprits de tout un peuple. Mais le plus touché reste M. Morikaba, le père du miraculé, qui ne cache pas sa reconnaissance. Je ne peux trouver les mots justes, à leur juste valeur, pour remercier ces deux hommes. Je suis sous l'effet de l'émotion. Mais désormais, je voudrais vous dire que cela est un élément essentiel, une preuve à tous les Guinéens que nous devons nous unir désormais pour bâtir cette nation, car l'essor politique, économique et social de ce pays ne peut se faire sans nous les Guinéens. A précisé que le caporal Moussa Souma a reçu la somme symbolique de 15 millions de francs et le drapeau de la patrie. Plusieurs citoyens souhaitent que cet homme bénéficie d'une élévation en grade par la hiérarchie militaire. Youssouf Souma a quant à lui bénéficié d'une somme de 12 millions de francs et le titre d'ambassadeur du civisme dans les écoles et auprès des jeunes. Et il faut préciser que Moussa Souma a été reçu ce vendredi à Sékou Touréa par le chef de l'État. Pour lui et sa bravoure, Alpha Condé a élevé le héros au grade de caporal-chef. Sécurité, on en parle dans cette édition. Ce jeudi, 310 agents de police judiciaire sont évalués à l'École nationale de police et de protection civile de Kaguelin. Objectif, accélérer le traitement des dossiers d'enquête et pas seulement. Mamadou Saluba. La direction de la police judiciaire évalue son personnel. Et voici ceux qui seront mis à l'épreuve. 310 auxiliaires de justice prêts à faire appliquer la loi. Ils doivent être des bons élèves en matière de droit pénal, des procédures pénales. Ce jeudi, ils ont été évalués en technique d'investigation. Impartables, les agents feront appel à leur savoir pour passer le test, effectivement comme le veut le ministre de la Sécurité. Nous ne voulons plus d'amateurisme dans le travail de la police judiciaire. Ces agents sont donc l'espoir d'une nation. Ils ont une grande responsabilité, ils sont habilités à faire appliquer la loi, réprimer la violation de la loi, inspecter sur les infractions à la loi pénale. Cette évaluation vise donc à faire un tri, sortir les meilleurs des meilleurs en technique d'investigation. À la police judiciaire, c'est le dernier escalier, c'est le rempart un peu entre le service régalien de sécurité de l'État et la justice. On dit police judiciaire, c'est la police de la justice. Nous faisons en amont le travail de la justice. Les distingués auront droit à une formation et contribueront à lutter contre l'insécurité et les prises d'otages. Le ministre de la Sécurité annonce d'autres mesures pour un climat de confiance. On aura également à mettre en place des structures telles que qui vont lutter contre la délinquance financière, le trafic des stupéfiants, le trafic transfrontalier des êtres humains. Et soyez sûrs que comme point rentrant dans les actions classiques d'une police judiciaire ne seront laissés en compte. C'est donc la fin de la récréation qui sera bientôt sonnée. 70% des équipements de l'hôpital Ignace Dine sont obsolètes. Les travaux du chantier du CHU de Donka retardent. Le scanner de l'hôpital sino-guinéen ne répond pas aux normes. À cela s'ajoutent des infrastructures sanitaires de Conakry et de l'intérieur du pays délabrées et sous-équipées. C'est le constat de la commission santé de l'Assemblée nationale. Ces défis sont entre autres l'ordre du jour d'une rencontre entre le ministère de la Santé, les députés et les partenaires au développement. Alseni Bari, Tierno Sadouba pour nous en dire plus sur cette rencontre. Suivez. Le constat fait par les députés est amer. L'hôpital Ignace Dine, bâti en 1901, n'a été rénové qu'une seule fois, en 1974. Des infrastructures sanitaires vétustes et délabrées, les faux médicaments, le manque d'équipement, de personnel qualifié, autant de difficultés qui assaillent les établissements sanitaires du pays. Le matériel que nous avons trouvé dans tous ces hôpitaux sont des matériels à 70% vétustes. Des matériels de dernière génération requis pour une belle performance
n'existe pas. Même au Sino-Guinéen, nous avons parlé d'un scanner. Scanner 64 bars, il n'y a qu'un scanner de 2 bars. Les travaux de rénovation de l'hôpital d'Onka retardent et l'hôpital de fortune du Kamboarou ne répond pas aux normes en termes d'équipement et de logistique. Ce que nous avons vu, bien que les matériels soient déjà sur place, mais les investissements sont en train de retarder. Cependant, l'espoir est permis, selon les députés, qui à travers cette rencontre ont exprimé leur détermination à accompagner les structures sanitaires. De nous battre, non seulement auprès des partenaires techniques et financiers, pour nous accompagner, d'une part, d'autre part, auprès du gouvernement, afin qu'on accorde une priorité au ministère de la Santé, pour que le budget du ministère de la Santé atteigne les 2 chiffres. Le plus important reste la participation citoyenne. Et si une loi est déjà votée sur l'octroi de 15% du budget communal au centre de santé, force est de reconnaître que cela n'est pas appliqué. Le changement, c'est que la population accepte nos prestations, et que nous soyons accompagnés par la communauté, les élus, et principalement les comités de santé doivent être aux côtés des centres de santé. Un expatrié malien a été assassiné ce vendredi dans son conteneur. Le crime s'est déroulé à Tombolia, secteur cimetière dans la commune de Matoto. Les citoyens interpellent l'État pour mettre fin à cette insécurité grandissante dans le pays. Mamadou Kalisso commente les images de Ibrahima Awal Kamara. Pieds ligotés, bouche ensanglantée, des cartons éparpillés tout autour de son corps. C'est dans cet état qu'un ressortissant malien a été retrouvé mort dans son conteneur ce vendredi matin. D'après des témoins, le meurtre a eu lieu entre 6h et 7h du matin. Dès que je suis venu, on m'a dit que c'est lui-même qui a ouvert la boutique le matin et qu'il y a un jeune, celui qui a déposé le pain, c'est celui-là que vous venez d'interviewer. Et il y a un autre qui est venu payer une brosse à dents à 1000 francs. Et le concessionnaire aussi l'a vu ce matin. Donc il a ouvert pratiquement la boutique à 6h de lui-même. Des citoyens du quartier sont sous le choc. Des heures après l'annonce de ce cas de meurtre, les autorités locales étaient absentes. Cet habitant du quartier dénonce l'indifférence et le silence des responsables. L'autorité qui est là ne fait pas son travail. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Sinon, depuis le matin, il y a eu ce cas de meurtre ici. L'autorité ne s'est pas déplacée pour venir. Nous, ça nous choque parce que nous sommes dans ce quartier-là. Ça nous choque, nous sommes dans ce quartier. Il ne faudrait pas que ce n'est pas un problème de Malien, mais c'est un être humain qui a été assassiné. Selon des informations recueillies sur place, Tombolia est devenu un nid pour des bandits. Si l'État ne vient pas en aide, ce quartier-là est devenu un champ de bataille pour les bandits. Pas moins que 4 jours, ils ont fusillé un jeune ici, un jeune frère. Et hier même, comme avant-hier, il y a eu des coups de rafale ici. El Haj Mohamed Maïga est un expatrié malien. Il vit à Conakry depuis 26 ans, dit-il. Il déplore ce meurtre et sollicite la réaction de l'État pour que justice soit faite. Et ce n'est pas la première fois encore. On a des victimes de Maliens dans ce quartier-là. On a eu plusieurs fois des victimes, des morts, des blessés, gravement, du vol. Mais donc vraiment, on demande aux autorités guinéennes de nous aider pour nous sécuriser, parce que les quartiers aussi. En interactualité, opérationnalisation des institutions du G7, du G5 Sahel, le Collège sahélien de sécurité s'installe à Bamako, organe nomade au départ et animé par une présidence tournante. Le siège du Collège sahélien de sécurité du G5 Sahel est désormais à Bamako. L'inauguration de ces locaux intervenue mercredi donnera une nouvelle dynamique à la structure pour la stabilité dans les pays du G5 Sahel. Reportage Brahima Sogoba. La sécurité dans les pays du G5 Sahel reste une préoccupation majeure. Confrontés tous au phénomène du terrorisme et le crime organisé, les initiatives se multiplient pour la stabilité de la région. C'est ainsi que le Collège sahélien de sécurité a vu le jour. Le CSS a préfiguré l'émergence du G5 Sahel. En effet, il a été créé dès 2011 et officiellement lancé en septembre 2012. Il s'agissait au départ d'un collège nomade animé par une présidence tournante
jusqu'à ce que le Conseil des ministres du G5 Sahel de février 2017 décide de l'installation d'une structure permanente à Bamako. Nous y sommes. Lancé en septembre 2012, le CSS est aujourd'hui un organe de formation du G5 Sahel qui a pour objectif la constitution d'un réseau des acteurs de la sécurité, et l'inauguration de ce siège à Bamako donne plus de force à la structure. Il est déjà néanmoins très positif que le CSS soit installé dans ses propres locaux financés par le gouvernement malien. Une structure comme le CSS ne peut s'inscrire dans la durée et jouer efficacement son rôle en matière de formation que si elle rassemble les acteurs de la sécurité du G5 Sahel dans leur diversité. Pour le secrétaire permanent du G5 Sahel, dans sa mise en œuvre des objectifs de l'organisation, le CSS a démontré son efficacité depuis son lancement. Il sollicite l'apport des partenaires pour son renforcement. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, voici donc un outil, le Collège de sécurité du Sahel, qui est nôtre. Tâchons d'en faire une plateforme pour valoriser les compétences, les savoirs et l'ingénierie sociale du Sahel. Pour mieux intégrer le CSS dans la pensée et l'action du G5 Sahel, nous aurons sans doute besoin d'échanger avec d'autres institutions de la région, comme la chaire Sahel, laboratoire d'idées situé à Ouagadougou. Le G5 Sahel est une organisation régionale composée du Mali, du Tchad, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso pour la lutte contre l'insécurité au Sahel. Depuis le mois d'avril, la marine ougandaise a lancé une opération sur le lac Édouard afin de lutter contre la pêche illégale. Reportage. Une pêche qui se termine mal pour ces deux Congolais, victimes d'une opération de lutte contre les pêcheurs illégaux menée par l'armée. 400 d'entre eux ont été interpellés depuis le lancement de ce programme en avril. Je n'arrivais pas à attraper de poissons de notre côté. C'est pour cela que je suis venu en Ouganda. Maintenant qu'ils m'ont arrêté, je ne sais pas comment mes enfants vont survivre. La République démocratique du Congo possède les 3/4 du lac Édouard, mais la pêche non régulée dans l'est du pays a épuisé les stocks et ces pêcheurs s'aventurent de plus en plus dans les eaux ougandaises. Conséquence, le président Museveni a mobilisé ses soldats. En juillet, les forces armées des deux pays se sont affrontées sur le lac, faisant 5 morts, dont 2 soldats ougandais. Après avoir constaté qu'il y avait une tendance à la pêche illégale et que cela avait atteint des sommets, il a décidé de protéger les ressources qui aideraient le gouvernement en termes de revenus et de stimuler l'économie et le niveau de vie des pêcheurs et des communautés environnantes. L'industrie de la pêche représente 3% du PIB de l'Ouganda et emploie plus de 700 000 personnes. Et sur l'eau, la compétition pour attraper le plus gros poisson est féroce. La plupart de notre région est un endroit de reproduction. Nos eaux sont peu profondes, leurs eaux sont profondes. Donc la plupart de ces poissons proviennent de cette extrémité du lac. Et quand c'est la saison haute de pêche, nous recevons beaucoup de bateaux congolais, ce qui représente un très grand défi. Des enjeux importants donc dans une région où tout le monde vit de l'industrie de la pêche. Le tout est d'éviter que ces frictions n'exacerbent encore plus les tensions entre les deux pays. Dans la prison de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso, un détenu s'est lancé dans l'enregistrement d'un album rap, un projet insolite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, victime du terrorisme mené par les groupes armés dans le Sahel. Reportage. Derrière les portes du pénitencier, un véritable studio d'enregistrement. Jonathan, dit Jonito, est enfermé depuis près d'1 an dans la prison de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Incarcéré pour complicité de cambriolage, il s'est lancé dans l'enregistrement d'un album de rap pour animer son quotidien. Les conditions de vie, vraiment, c'est pas du tout bon. Parce que ici, en tant que détenu, tu as les mêmes problèmes. Voilà, il y a la souffrance et tout. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont rien. D'autres même pour avoir à manger, c'est tout un problème. Ancien commerçant et novice en musique,
Jonito a remporté un casting organisé par le musicien burkinabé Freeman Papili. En termes de réinsertion, la musique, ça peut beaucoup faire. Parce que moi, je vis de la musique. Et je pense que si quelqu'un a un talent, il a un talent. Et son talent est 3 fois au-dessus du mien. Donc je pense qu'il peut aller au-delà, voilà, de la réinsertion. Se réinsérer, ça, il va se réinsérer. Mais je pense qu'il pourra même faire réinsérer d'autres personnes et pourra embaucher des gens. Ces ateliers musicaux sont soutenus par l'autorité pénitentiaire burkinabé, mais restent peu répandus dans les prisons du pays, faute de moyens. Le problème, c'est qu'on est confronté à souvent des problèmes de moyens qui font qu'on n'arrive pas, dans toutes les prisons, à avoir toutes les activités qui sied vraiment à la réinsertion sociale des détenus. Sinon, au niveau des textes, vraiment, il y a une politique affichée, mais les moyens ne sont pas souvent au rendez-vous. D'ici quelques mois, Jonathan va demander un placement en semi-liberté. Si la demande aboutit, Jonito en profitera pour officiellement lancer son album. En attendant, l'apprenti artiste profite du décor pour peaufiner le tournage de son clip. L'ex-ministre Fernando Haddad, adoubé par Lula comme candidat à la présidentielle au Brésil, est un avocat et universitaire de 55 ans, peu connu du grand public, mais qui va pouvoir s'appuyer sur la puissante machine électorale qu'est le Parti des travailleurs PT. Suivez. Nosso projeto é um projeto coletivo que tem o Lula como sua principal liderança, sua principal inspiração, validou cada ponto do programa comigo. O Haddad é o candidato do Lula. O Lula é o Haddad e o Lula é o povo, tá ligado? Se o Lula apoia o Haddad, é o Haddad que vai ser o nosso presidente. Muito obrigada. Isso não vai parar o sonho. A nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou. Eu acho que realmente o Lula é uma figura com a qual a população se identifica, né? Vê nele a possibilidade de ser mais, né? E eu acho que é diferente para Haddad mesmo. Um cara que é professor universitário, que tem outra história de vida que não tem nada parecida com a do Lula. Mas eu acho que no final das contas as pessoas elas votam pelo que elas querem que o país seja, e não necessariamente só na pessoa. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil, porque o Brasil merece essa vitória. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.